Ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours en compagnie d'Ahmed Elked, rédacteur en chef de Beurre FM, bonjour. Bonjour. Et de Francis Laloupeau, journaliste à Africa numéro 1, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis nos deux invités cette semaine, tout d'abord Thibaut de la Tocquenay, vous êtes membre du bureau politique du Front National, vous êtes élu régional en PACA, c'est-à-dire en Provence-Côte d'Azur, pour ceux qui ne connaissent pas très bien leur géographie administrative. Et puis de l'autre côté de la table, Karim Zeribi, fondateur d'Agir pour la citoyenneté, président du Parlement des banlieues et qui vient de publier un manifeste, le manifeste du Parlement des banlieues, dont on parlera un peu plus tard. Avec eux, bien entendu, vous l'avez compris, on va aborder une question toute simple, c'est comment mieux vivre dans les quartiers. On en parle beaucoup en ce moment. C'est pas pour autant que les habitants de ces quartiers sentent vraiment le changement. Mais avant, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter sur notre email pour vos remarques, vos questions, hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Voilà. Avant d'aborder l'actualité de la semaine, comme à chaque fois, je voudrais, avant toute chose, au nom de toute l'équipe, envoyer un message de solidarité à nos amis, à nos concitoyens réunionnais qui ont été durement touchés par le cyclone Gamed. Qu'il sache ici que les milliers de kilomètres qui nous séparent ne valent pas l'oubli. Voilà, c'est dit, et j'espère que ça ira mieux très vite pour eux. Alors, à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Assez le Feu vient de publier son contrat social et citoyen. Et déjà, 3 candidats, Marie-Georges Buffet, Olivier Besancenot, mais également Ségolène Royal, ont signé tout ou partie de ce contrat. Pourtant, depuis les émeutes de novembre 2005, on n'a pas l'impression que les choses aient beaucoup changé dans ces quartiers, Karim Zeribi. Non, c'est vrai. Donc, depuis novembre 2005 et ce qu'on a appelé la crise des banlieues, il y a eu beaucoup de postures, beaucoup d'incantations de la part de la classe politique, de droite comme de gauche, mais peu de choses ont évolué. Je crois que les questions majeures, que sont les questions d'éducation, de logement, d'accès à l'emploi, de vivre ensemble, plus globalement, n'ont pas été traitées. Moi, je compte beaucoup sur cette élection présidentielle pour qu'on fasse de la question des quartiers populaires un enjeu prioritaire, parce que c'est l'enjeu de notre pays. C'est pas qu'une question liée aux quartiers populaires ou à ses habitants, c'est l'enjeu de la France. Donc, il faut qu'on assume aujourd'hui une pauvreté de plus en plus importante, un mal-être identitaire, des questions qui ne sont pas réglées, une éducation nationale qui a de grandes difficultés dans les quartiers populaires, les questions d'insécurité qui ne sont pas tabous pour nous à Agir pour la citoyenneté. Toutes ces questions doivent être mises sur la table aujourd'hui et traitées à bras-le-corps par la classe politique. Bon, il nous reste peu de temps jusqu'au premier tour des élections présidentielles. 2 mois, Ahmed. Qu'est-ce qui peut se passer dans les 2 mois qui viennent à propos des banlieues ? Malheureusement, pas grand-chose. J'espère que la présence des différents candidats aux côtés de différentes associations et leur présence dans les quartiers est une forme de prise de conscience des problèmes, parce que les problèmes des quartiers ne sont autres que les problèmes de la France, mais grossis, si vous voulez. C'est vu à la loupe. Et il faut justement s'y intéresser d'autant de plus près qu'ils sont le reflet des grandes problématiques d'aujourd'hui. Francis ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas chagrins. Je pense que le fait que les candidats prennent date aujourd'hui permet aussi, au lendemain des élections, de rappeler de manière insistante et vigilante les promesses qu'ils auront donc prises, pour lesquelles ils seront engagés avant les élections. Mais il est important de voir ces candidats auprès des associations, de les voir prendre ces engagements-là, parce qu'on se serait plaint autrement si cela n'était pas le cas. Et le plus important, c'est de constater que la question des banlieues est un enjeu central. Rendez-vous est pris après les élections. Alors, Thibaut de la Tocquenay, vous pensez que Jean-Marie Le Pen va signer le contrat social et citoyen d'Assez le Feu ? Écoutez, pour le moment, il n'a pas été sollicité par les rédacteurs de ce texte. Personnellement, je n'ai pas encore lu. J'ai lu le document de M. Zeribi, dont on parlera tout à l'heure. Certaines choses, d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, d'autres moins, c'est évident. Concernant le malaise des banlieues, ce que je voudrais dire, c'est bien sûr, il y a de grosses difficultés dans les banlieues, et dans ces banlieues, il y a des gens qui souffrent. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il n'y a pas que dans les banlieues qu'il y a des gens qui souffrent. Vous savez, il y a par exemple des millions de retraités qui vivent avec moins de 700 €, et là, ça touche un peu même les zones rurales, toute la France. Ce que je veux dire, c'est que le gros problème économique et social qui touche la France touche, c'est vrai, peut-être en particulier les banlieues, surtout parmi les jeunes, des chômages, parfois 50% de chômage pour les moins de 26 ans. Mais n'oublions pas qu'il y a 7 millions de pauvres, et là, ça touche
toute la population. Voilà. Alors, je voudrais dire. on l'a fait. L'un n'exclut pas l'autre, dit Absolument, Francis. absolument. Voilà. On a fait un premier tour de table. Je voudrais qu'on revienne sur une autre question qui a animé l'actualité cette semaine. L'aura pas, c'est le grand jeu médiatique, à propos du parrainage des maires pour les candidats à l'élection présidentielle. Et si j'ai bien compté, il y a au moins 5 ou 6 candidats, dont le vôtre, Thibault de la Tocnay, qui n'auraient pas encore leur signature et qui courraient après d'hypothétiques signatures. On en est où alors ? Écoutez, Jean-Marie Le Pen a fait une conférence de presse hier. Nous en avons pratiquement 400, c'est-à-dire qui vont arriver, des vraies signatures, parce qu'en fait, le document officiel n'est arrivé qu'il y a quelques jours. Et je pense que ce sera très difficile. Mais bon, ce matin, on a fait une réunion. Tout le monde est sur le pont et je pense qu'on devrait y arriver, mais de justesse. Voilà. Alors, Ahmed El-Khaï, je le sens chaud bouillant pour réagir à ce propos. Non, sur cette histoire des parrainages, d'abord pour dire que ce n'est pas la situation exclusive de Jean-Marie Le Pen et du Front National. C'est vrai d'ailleurs, absolument. Il y a 5 candidats jusqu'à maintenant qui ont obtenu les 500, non, 5 candidats qui ont obtenu les 500 parrainages, qui sont, je rappelle, donc cette loi existe quand même, la loi des parrainages concernant les 500 parrainages existe depuis 1976, et qu'il y a eu 4 élections présidentielles qui ont fait que cette loi s'est appliquée, 4 élections présidentielles dans lesquelles, je pense, Jean-Marie Le Pen était présent, sauf une. Et il a toujours fait, y compris en 2002, cette espèce de show médiatique sur le complot, parce qu'on sait que les médias, évidemment, on le voit d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen est nulle part, ni Marine Le Pen, ni monsieur, il n'y a personne du Front National dans les médias, vous le voyez bien, il y a un complot médiatique, il y a un complot, c'est la victime. Alors que les autres candidats qui n'ont pas encore reçu les parrainages ont une attitude beaucoup plus saine. Et je rappelle quand même, parce qu'il faut rappeler 3 faits qui me semblent importants, et puis j'en arrêterai là, c'est qu'il y a eu 16 candidats en 2002. 16 candidats qui ont obtenu les 500 parrainages, et donc en application de la loi française. Aujourd'hui, après avoir eu cet électrochoc de 2002, il y a peut-être quelques réticences. Ils n'ont peut-être pas envie que les élections présidentielles se transforment en autre chose que les élections présidentielles, justement. Voilà. Francis avec voulait dire un mot. Les municipales de 2008 qui vont suivre, donc les maires peuvent avoir certaines réticences parce qu'ils s'engagent aussi au nom de leurs idées, au nom du programme sur lequel ils ont été élus. Et puis il y a le système de scrutin majoritaire qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les élus de la nation font partie des 2 camps principaux, la droite et la gauche. Voilà. Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Ce qui est un peu gênant, c'est d'entendre des commentaires qui nous répètent à longueur de journée que la démocratie est en danger si Jean-Marie Le Pen n'a pas sa signature. Comme dit Ahmed, comme on le rappelle Ahmed, il n'est pas le seul à ne pas avoir les signatures au jour d'aujourd'hui. Au contraire, je dis que la démocratie, ce sont aussi des règles du jeu. Et ces règles du jeu sont acceptées par tous les citoyens et par tous les candidats. Je veux dire que la question des signatures, c'est une règle, c'est un principe qui est accepté par tous. Peut-être qu'il faut penser changer de règle, mais pour l'instant, c'est la seule règle qui vaille. Et dans ces règles-là, il y a ceux qui partent pour obtenir les signatures et ceux qui ne les obtiennent pas, c'est accepté de tous. La démocratie n'est pas en danger, je dis, elle est tout à fait vivace, et le fait que Jean-Marie Le Pen ne soit pas candidat éventuellement s'il n'avait pas ses signatures ne mettrait pas la démocratie en danger, parce que c'est simplement qu'il plutôt d'autres candidats en danger, si j'ai bien compris. Karim Zeribi voulait dire un mot, s'il vous plaît. Karim Zeribi et ensuite M. de la Tocnay. C'est vrai que mon voisin parle des règles du jeu. Moi, je pense que celles-ci doivent évoluer. Elles ne me semblent pas aujourd'hui en phase avec la capacité qu'on peut avoir à revivifier notre démocratie. C'est un peu une démocratie d'appareil à laquelle on a affaire aujourd'hui. Alors, à la place des 500 signatures de maires, qu'est-ce qu'il faudrait ? On pourrait imaginer 100 000 signatures des citoyens. 100 000 signatures de citoyens. Non, mais compliqué ou pas, c'est pas parce qu'un problème est compliqué qu'on ne doit pas le poser sur la table. Aujourd'hui, on doit sortir, je dirais, des appareils traditionnels. Pour autant, des règles existent, elles doivent être respectées. Donc, et si Jean-Marie Le Pen n'a pas 500 signatures, je n'irai pas prendre mon mouchoir pour aller pleurer. Je veux dire, ça veut dire qu'il n'aura pas été suffisamment convaincant auprès des élus. Et il y a quand même 36 500 communes en France, 22 régions, 104 départements. Donc il y a un nombre d'élus, je dirais, suffisamment important pour obtenir 500 signatures. Karim Zeribi, moi j'ai envie de poser une question à Thibault de la Tocnay. Est-ce que vous connaissez le maire de Sainte-Pierre d'Artéglise dans la Manche, Roger Le Chevalier? Il est célèbre depuis hier, pourtant. Depuis hier, on l'a vu sur toutes les télévisions. C'est un maire qui est gendarme à la retraite et qui reconnaît avoir reçu un chèque de 1 000 € de la part de Fernand Le Rachinel, ami personnel de Le Pen, député européen et patron de la cellule signature au Front National. Le Chevalier affirme qu'il n'encaissera pas cette somme, mais indique qu'il a accepté de l'argent en 2002 pour le comité des fêtes de sa commune, en échange de son parrainage. Dites donc, vous avez de l'argent au Front National?
Oui, enfin, ils ont surtout les principes. Ce qu'on a toujours dit, c'est que, sur cette histoire-là, que c'est bon, Monsieur Le Rachinel a été amené à faire un don à cette commune. Ce que je tiens à dire, c'est que, à mon avis, c'est pas du tout forcément lié d'ailleurs à la signature du. C'est ce que dit le maire, en tout cas. Peut-être. C'est ce que dit le maire. C'est pas l'avis je crois, de Monsieur Le Rachinel, avec qui j'ai pas discuté d'ailleurs, mais qui a longtemps été conseiller général dans la Manche, qui est très connu de cette région. Et en tout cas, comme disait Jean-Marie Le Pen, je dirais hier à sa conférence de presse, bien évidemment. Je dirais presque malheureusement, on n'a pas assez d'argent pour faire ça. Voilà. Oui, mais tout ça, quand même. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas vos 500 signatures. Non, écoutez, vraiment, je crois vraiment que c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de candidats. Vous ne pouvez pas nier quand même qu'il y a, de fait, peut-être ont-ils tort, mais les maires considèrent qu'il y a des pressions sur eux. Il y a des coups de téléphone qui sont faits systématiquement aux maires qui ont donné leur signature pour Jean-Marie Le Pen. On ne veut pas faire trop la victimisation, mais il y a réellement quand même de grosses difficultés. Moi, ce que je voudrais simplement dire, il n'y aura pas la révolution, mais ce serait dommage que quelqu'un qui représente des millions d'électeurs ne soit pas... Il est évident que quelqu'un qui représente des millions d'électeurs, encore une fois, c'est une élection présidentielle, il y a des règles, il y a la loi, et M. Le Pen a toujours été candidat, il a fait à peu près... fois, il ne les avait pas eu. Oui, et en 2002, il a fait à peu près le même discours. Oui, mais on a eu 530 de justesse, je dois le dire, je l'ai vécu. Donc, mais attendez, sur juste ce qu'a dit M. Karim Zeribi concernant l'alternative à cette histoire de parrainage, de 500 parrainages, ce qui a été proposé, c'est quoi? C'est les candidats qui ont plus de 5% qu'ils puissent se représenter aux élections d'après, comme si la politique était quelque chose d'immuable et qu'il n'y aurait pas... Finalement, la politique ne pouvait pas évoluer pendant 5 ans, alors que finalement... C'est pas exactement ce qu'a proposé Karim Zeribi, je crois. Monsieur François Hollande, pas mal... Attendez, et tout le monde... Je suis en train de synthétiser, si vous voulez bien, les différentes propositions. Certains, je dis bien, ont proposé 5%. Oui, c'est pas ce qu'il y a et de pouvoir se présenter si on a obtenu 5% à l'élection d'avant. Certains proposent la pétition citoyenne. Alors là, ça devient la politique académie, parce que tous les groupes de pression, ceux qui aiment bien le vin, ceux qui aiment bien les voitures, vont pouvoir donc choisir leur candidat. On n'est plus du tout dans la politique. On va être dans la Star Academy politique. Et puis, il y a ceux qui proposent l'anonymat des maires, comme si l'engagement de politique n'était pas quelque chose de clair. C'est pas un engagement politique. Je suis désolé. L'anonymat donnera libre cours à toutes les manipulations, justement. Parce que vous pourrez aller voir l'extrême gauche et leur dire finalement, je veux pas de ce candidat, je veux pas de ce parti. L'argument est spécieux parce que l'anonymat, ce serait parfait. Il n'y a pas d'anonymat en politique. Il n'y a pas d'anonymat en politique. Parler de l'anonymat. Karim Zeribi et puis Francis Taloupo voulaient revenir sur un point. L'Académie politique, aujourd'hui, moi je vois le loft politique et je préfère l'Académie politique que le loft politique parce que le loft ne fait émerger aucun talent. La Star Academy peut faire émerger quelques talents de temps en temps. C'est vous qui les appelez talents. Et je préfère effectivement voir de nouveaux citoyens émerger, oxygéner la classe politique parce que je crois qu'elle en a bien besoin. Donc plutôt que de voir dans un bocal des femmes et des hommes que l'on voit depuis 35 ans. Loft to Academy, on ne tranchera pas aujourd'hui. Loft to Academy, on ne tranchera pas aujourd'hui. Francis Taloupo voulait dire un mot, je crois. Je voulais revenir sur la question de ce chèque de 1 000 €. Ça a l'air donner à un maire pour en échange de son parrainage. Voilà, ça a l'air un peu anecdotique, mais monsieur de Tocquenay, vous admettez quand même que ça introduit dans cette campagne qui est déjà assez compliquée, des relents un peu crapuleux. On parle de trafic d'influence. Alors je pense que c'est quand même une tâche, dans votre campagne. Vous ne pensez pas dans la campagne de votre parti, le Front National? Écoutez, je ne suis pas au courant de ce dossier dans le détail. On voit que pas sur mal sur le principe. Donner de l'argent à un maire pour une signature. Honnêtement, monsieur Le Rachinel a été imprimeur sur place. Il a donné beaucoup de subventions à un certain nombre de maires, de collectivités locales, de manière régulière. Bon, écoutez, moi, très honnêtement, je ne suis pas du tout certain que ce soit lié au parrainage, parce je crois que sur la Manche, il en a obtenu parfois 15 ou 20. Vous n'êtes pas certain que ça ne l'est pas. Mais évidemment, puisque c'est pas moi qui était en place. Donc, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on voit bien quand même qu'en ce moment, ce genre de choses, on accuse en ce moment M. Sarkozy d'avoir bénéficié d'un appartement beaucoup moins cher. Bon, enfin, je veux dire, c'est ce genre de choses qui... On ne va pas faire la campagne de caniveau aussi. Simplement, il y a un problème de principe. Le problème de principe, c'est que si pour avoir un parrainage, on donne de l'argent à un élu, là, c'est un principe qui est remis en cause. Et puis, on ne va pas faire la campagne de caniveau, mais on a envie quand même d'élire à la tête de notre pays, c'est quand même un peu légitime, quelqu'un qui fait état d'une intégrité morale. Je veux dire, c'est quand même le minimum. Je veux dire, qui aujourd'hui, on peut avoir des doutes. C'est gênant d'avoir des doutes. Ceci dit, on peut déplorer aussi les pressions qui sont faites sur la mer, par ailleurs, bien sûr. Alors, on ne fera pas le tour du débat aujourd'hui. On va directement aborder notre thème. Assez le feu propose donc un contrat social et citoyen. On vient un peu d'en parler rapidement auprès des candidats.
Ce que je voudrais... j'ai perdu une petite fiche. Non, voilà, ça y est, j'y suis, excusez-moi. Le Parlement des banlieues vient de publier son manifeste. Karim Zeribi en parlera tout à l'heure. Cette semaine, on a l'impression que les banlieues sont invitées dans le débat et que tous les candidats à l'élection présidentielle sont en quelque sorte sommés de se prononcer sur des solutions pour ces quartiers populaires. Alors moi, j'ai lu quelque chose qui m'a étonné, je dois le dire. Jean-Marie Le Pen a proposé dans un de ses discours de démanteler les ghettos ethniques. Thibaut de la Tocnaye, ça veut dire quoi au juste, démanteler les ghettos ethniques dans la bouche de Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, si on essaye un peu d'analyser ce qui s'est passé en novembre 2005, nous considérons justement que peut-être des causes essentielles on emploie ce terme de non-intégration d'une certaine partie de la population dans ces fameux quartiers, viennent non pas de ces populations elles-mêmes, mais du laxisme et d'une certaine politique des gouvernements successifs. Et je vais venir à votre question de la ghettoisation. Les deux causes principales, c'est d'abord que l'État républicain a laissé se développer une ghettoisation par une économie parallèle et de banditisme qui est menée par une minorité. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Une minorité qui agit dans ces quartiers, mais c'est des dizaines il y a eu des choses qui ont été écrites après novembre, en décembre. C'est des dizaines de milliards d'euros au nom de trafic en tout genre. Et ça a pour effet de maintenir, c'est une des causes qui ghettoise ces quartiers. Et si l'État républicain avait tout simplement appliqué la loi, démantelé des réseaux, ce que M. Sarkozy n'a pas fait, il n'a pas eu le courage de le faire. Voilà, ça c'est la ghettoisation. La deuxième ghettoisation, là on ne sera peut-être pas d'accord avec les interlocuteurs, quoique, c'est justement, nous pensons, la discrimination positive. Et il faut faire des choses pour ces quartiers. Mais le principe de la discrimination positive, nous pensons que ce n'est pas du tout la meilleure manière pour intégrer le mieux possible ces populations. Alors, on s'intègre par le travail. Donc, on va y revenir, mais démanteler les ghettos ethniques. Vous venez nous expliquer qu'il faut démanteler les réseaux mafieux, ça on comprend. Mais les ghettos ethniques, il y a un signe égal entre ghetto ethnique et réseau mafieux ? Je pense que là, il y a un peu comment dirais-je, une confusion. Oui, enfin pas une confusion, mais un ramassé, non plus. Mais je vous pose la question. Oui, non, il s'agit de déghettoiser les quartiers des banlieues en démantelant plusieurs choses. Les ethnies, elles viennent faire quoi là-dedans, alors, les ethnies parce que je vois démanteler les ghettos ethniques, j'ai la citation. Oui. Écoutez, alors donc c'est juste les ghettos. Non, vous enlevez ethnique. Pas du tout. Ouais. Mais bon, tout le monde sait par ailleurs, d'ailleurs même ceux qui parlent de discrimination positive découpent les quartiers. Vous-même, monsieur Zeribi, je pense, quand vous êtes amené à faire des distinctions, on parle des quartiers immigrés. Et quand on parle des quartiers immigrés, on fait référence à des nationalités et principalement des nationalités qui correspondent éventuellement à des ethnies comme Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. Voilà, c'est tout. Vous découpez les quartiers en ethnies. Je n'ai jamais parlé de quartiers immigrés. J'ai toujours parlé de quartiers populaires. Peut-être vous-même, mais je préférais le terme quartier populaire à quartier sensible, qui nous renvoie à des subpopulations supposées dangereuses. Je préfère la connotation de populaire, qui nous renvoie à une dimension sociale des habitants de ces quartiers, et sans définir pour autant les uns les autres par une origine ethnique, justement. Moi, je suis profondément républicain donc dans mon approche du règlement des problèmes des quartiers. Et je crois que s'il y a une forme de ghettoisation ethnique, elle n'est pas le fait de ces habitants des quartiers qui sont pour autant et pour beaucoup assignés à résidence, parce que quand on me parle d'immigration subie, d'immigration choisie, quelqu'un qui est pas loin de vous sur le plan politique, donc moi j'ai envie de parler de communautarisme subi, de communautarisme choisi. Le communautarisme en banlieue, il est subi. Qu'on se le dise, les habitants des quartiers, pour beaucoup d'entre eux, aimeraient habiter ailleurs. Mais quand ils en font la demande, est-ce qu'elle est prise en considération ? Quand vous me dites qu'il faut effectivement lutter contre l'économie souterraine, je dis oui et 100 fois oui, parce que nous ne faisons pas d'angélisme avec ces questions. Mais parallèlement à ça, je vous dis, il faut lutter avec force contre toutes les formes de discrimination, aux faciès, aux patronymes, qui considèrent que ces habitants des quartiers ne sont pas des Français à part entière, alors qu'ils le sont. Parce que quand on prend les chiffres, vous savez, il faut prendre des chiffres, 85% de ces habitants des quartiers populaires en France sont des Français. Donc c'est la France d'aujourd'hui et de demain. Donc on ne renverra personne dans le bateau, donc qu'on se le dise aussi. Donc on ne peut pas mettre tout le monde en prison parce que la grande partie de ces gens-là veulent se lever le matin, aller au boulot, aller à l'université, faire du sport, trouver leur place dans la société, et ils n'ont pas toujours la possibilité. Alors moi je ne veux pas qu'on prenne... Non mais que je veux pas qu'on... Je ne veux pas qu'on considère les habitants des quartiers populaires comme des victimes. Je veux qu'on les considère comme des citoyens. Comme des citoyens. Ce sera largement suffisant. Parce que là il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Francis Laloupeau d'une part et ensuite Ahmed El Kei. Merci. Je voulais
juste revenir sur le terme justement de quartier d'immigrés, parce qu'au fond, vous vous appropriez ce terme. Ça veut dire qu'au fond, vous ne le combattez pas, parce que c'est un terme abusif et erroné, et qui alimente des fantasmes dans la société, justement. Parce qu'on revient justement, en fait, à l'idée de l'immigré visible, de l'immigré du faciès exotique, en quelque sorte. D'ailleurs, ça existe à l'INSEE, la dénomination immigré. 80% sont des Français. J'ai lu d'ailleurs, donc il faut le dire, vous êtes un acteur politique, dites quartier de Français, parce que ce n'est pas des quartiers d'immigrés. Il faut le dire et le répéter. Parce que dans immigré, il y a... Bon, mais moi je suis assez d'accord avec vous, figurez-vous, parce que dans immigré, il y a la notion d'étrangers et ceux qui ont été naturalisés depuis moins de 10 ans ou moins de 20 ans. Là, on rentre dans un détail. Moi, j'étais parti de l'idée comment démanteler les ghettos ethniques et qu'est-ce que c'est qu'un ghetto ethnique. Francis Laloupeau. Monsieur de la Tocquenay, justement, parlait de régler la question par le travail. C'est comme si, en fait, il y avait des populations qui travaillaient, un peu plus que d'autres qui ne travaillaient pas. D'ailleurs, ça me fait penser à une de vos interviews d'ailleurs, que vous avez donnée à un journal à propos de la ville d'Avignon. Et vous disiez qu'il fallait intégrer les immigrés par le travail parce que les premiers immigrés arrivés ici, italiens ou portugais, étaient intégrés par le travail. Et puis il y a les autres qui ne travaillent pas, qui sont dans une sorte de zone grise comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites également une hiérarchie en fait dans les solutions que vous apportez pour régler la question, dites-vous, de l'immigration. Parce que tout ça, c'est quand même englobé dans le terme immigration. Vous parlez de Français, ensuite vous parlez de nationaux étrangers, et vous parlez ensuite des immigrés, comme s'il y avait une échelle comme ça. Et j'aimerais savoir ce que c'est que les nationaux étrangers pour vous. Alors, attendez. J'emploie ce terme-là, mais nationaux de souche peut-être, ou enfin français de souche et encore. Voilà. On va vous laisser réfléchir, Thibaut de la Tocquenay. Ahmed El-Khaï voulait réagir. Absolument rien à redire sur le discours de Karim Zeribi, dont les principes sont justes. Mais moi, ce qui me choque un peu dans un certain discours politique, dans celui de notre invité, c'est prendre. Vous avez posé une question sur le problème des quartiers défavorisés, des quartiers populaires, des banlieues, pour certains. Alors, j'ai dit en début d'émission que c'était les problèmes de la France grossis à la loupe, les problèmes de chômage, d'exclusion, de logement, et on a de cesse de prendre le problème de ces quartiers par le prisme sécuritaire. Monsieur commence par dire, voilà, les mafieux, les réseaux, il y a une minorité, etc. C'est eux qui sont victimes. Non, mais je pense qu'il faut... Quelle solution vous proposez pour les problèmes de cette France aujourd'hui, qui sont, je vous dis encore une fois, les problèmes de la France grossis à la loupe. Tout simplement, les chiffres sont multipliés par 2, les problèmes sont multipliés par 2, par 3, voire par 4. C'est ça qu'il faut proposer aux Français. Et arrêter de mettre en avant le prisme sécuritaire. C'est soit immigration, soit sécurité. Alors, ça dure depuis 20 ans. Et au bout d'un moment, ça n'a plus de crédibilité. D'ailleurs, M. Le Pen, dans les sondages, s'effondre. Alors, Thibaut de la Tocquenay, ensuite Karim Zeribi. Thibaut de la Tocquenay, moi j'attends toujours une réponse sur le démantèlement des ghettos ethniques parce que j'ai toujours pas compris ce que vous appeliez des ghettos ethniques. On a répondu. Je veux dire, j'ai répondu. Ce sont les quartiers qui sont ghettoisés et où une partie ou une majorité, et ça plusieurs personnes font ces analyses, sont d'origine immigrée ou d'origine étrangère. Voilà, c'est tout. Voilà, les choses sont il y a des claires. Noirs et des Arabes dans les quartiers. Voilà. Il y a des Noirs et des Arabes dans les quartiers. Je veux dire, qui sont d'origine, comment vous faites pour les démanteler? Vous nous. partagez le point de vue de Karim Zeribi qui dit qu'après tout, on n'a qu'à leur offrir des logements ailleurs. Ils ne demandent pas mieux pour certains d'entre eux. Voilà, si vous voulez. Moi, pour reprendre on remonte jusqu'à quelle époque en France pour parler d'origine étrangère? Mais moi, le pire, c'est que je suis assez d'accord avec un certain nombre d'analyses de M. Zeribi. La seule chose. Pourquoi le pire? Non, mais parce que vous-même, attendez, de manière indirecte, vous avez vous-même dit que c'était pas votre tasse que le Front National, c'était pas votre tasse de thé. Donc c'est pour ça que je suis ravi de débattre avec vous. Leurs origines, je pense que vous faites erreur. Quand vous analysez les problèmes de chômage et d'insécurité, on peut apporter des réponses intelligentes. Aujourd'hui, je pense que vous attaquez trop cette question par le prisme des origines ethniques. Alors justement, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si on avait des Suédois à la place de ces habitants des quartiers actuellement, ils auraient les mêmes problèmes. Mais ça serait très possible, en partie, tout à fait d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je voudrais que nous placions le débat sur le fait d'être français ou non. Et c'est justement ça, parce que c'est vous qui nous... Pardonnez-moi, monsieur, vous avez embarqué sur des... Je vous ai embarqué sur ce que dit Jean-Marie Le Pen. D'accord, mais bon, donc j'ai été obligé de répondre. Et justement, pour pouvoir essayer vraiment de faire le maximum pour ces populations des quartiers, comme vous dites. Nous pensons, nous, qu'il y a eu, oui, dont une bonne majorité sont citoyens français, mais dont certains n'en sont encore étrangers. Et nous nous permettons de faire la distinction. Parce que justement, figurez-vous qu'il y a un certain nombre, alors j'emploie le terme immigrés, mais qui ont déjà la nationalité française, ils commencent à dire, mais il y a trop de nouveaux entrants encore. Il y a certains immigrés français, ou d'origine immigrée, qui sont parfaitement français, qui votent Le Pen aujourd'hui, figurez-vous. Parce qu'il y a encore 450
000 nouveaux entrants, ce sont nos chiffres, 450 000 nouveaux entrants par an. Il faudrait stopper un peu déjà ces nouveaux entrants pour pouvoir mieux s'occuper de ceux qui existent. Je peux prendre ma casquette, je peux prendre ma casquette 2 minutes d'ancien conseiller du ministère de l'Intérieur pour vous demander sur quoi vous vous appuyez pour dire ça. Parce que moi j'ai des chiffres officiels, j'ai 110 000 personnes qui rentrent chaque année. 300 000 immigrations légales, permanentes et temporaires. Vous comptez les touristes aussi? Permanente et temporaire d'un certain nombre de mois, ça fait 300 000. Et bien sûr, après l'immigration illégale, ce ne sont que des sources du ministère de l'Intérieur, sources de l'Observatoire, sources qui sont citées dans Le Monde, Le Figaro. On sait qu'il y a 150 000 au moins entrées illégales. Nous pensons donc qu'il y a raisonnablement, malheureusement, encore 400 à 450 000 nouveaux entrants. Si c'est un peu moins, tant mieux. Mais il faut diminuer ça pour pouvoir déjà gérer ce... On a bien compris le propos. Karim Zeribi, on essaie de chacun d'être un peu plus bref pour faire circuler la parole. Bien informer ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, c'est important. Dans notre pays, nous avons 110 000 personnes qui rentrent par an en situation régulière. 110 000. Nous en avons 100 000 ou un petit peu plus qui deviennent français par le biais de la naturalisation. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un quota d'immigrés supplémentaires, contrairement à ce qui est dit. Et on ne peut pas mesurer l'immigration clandestine. Donc on est sur des fantasmes. Nous sommes sur des peurs qui, effectivement, sont agitées un peu par Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen. Observatoire de l'immigration et de l'intégration. Je vais vous dire ce que vous confondez. Je vais vous dire ce que vous confondez. Vous confondez les titres, les séjours touristiques, le court séjour, et les séjours longue durée. Les séjours dits de longue durée, c'est 100 000 personnes par an. Je suis extrêmement désolé qu'encore une fois on tombe dans le piège du Front National qui consiste à déplacer les problèmes de nos concitoyens d'exclusion, de logement, de pouvoir d'achat sur l'immigration. Encore une fois on est tombé dans le panneau. Et là ça fait 5 minutes qu'on parle d'immigration, je suis désolé. Ça fait 5 minutes qu'on se bat sur des chiffres alors qu'on doit régler et voir les solutions qui sont proposées à nos concitoyens pour régler leurs problèmes quotidiens. Je vais vous dire, Melki, c'est parce qu'on ne s'est pas opposé pendant 25 ans sur le terrain des idées, du débat et des chiffres avec le Front National qu'on a poussé les gens qui sont déconsidérés, qui sont malheureux dans notre pays à se tourner vers le Front National. Il y a une responsabilité sur la montée du Front National des partis dits républicains parce qu'ils ont voulu élaguer un certain nombre de sujets. Moi je veux débattre avec M. Dattogné pour lui dire que je ne suis pas d'accord sur ces chiffres et je ne suis pas d'accord sur ces réponses. Et je crois que c'est important et c'est comme ça qu'on se comprend. On ne va pas parler d'immigration ce soir. Je vais en remettre encore une petite couche parce qu'en lisant le manifeste des quartiers populaires, j'ai remarqué qu'il proposait entre autres le droit de vote des étrangers non communautaires. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à simplifier le faire France ensemble, pour reprendre votre expression, Karim Zeribi? Je pense que c'est de nature à restaurer l'égalité républicaine à laquelle je crois, M. Brahmi. Quand vous avez des ressortissants de l'Union européenne qui ne vivent pas dans notre pays, mais qui ont une adresse et une résidence, qui n'ont pas payé d'impôts dans notre pays, qui ne connaissent pas mieux notre pays que des Marocains, des Algériens, qui travaillent depuis 30 ans, qui payent des impôts, qui ont élevé leurs enfants et qui respectent les lois de la République, je pense que le minimum de l'égalité républicaine, je dirais qu'on peut faire, c'est de leur donner le droit de vote aux élections locales. C'est une des 110 promesses de François Mitterrand. Il faut qu'on arrête de nous balader depuis 1980 cette question. D'accord pour mettre les étrangers hors Union européenne et étrangers Union européenne sur le même plan. Nous, et moi je... Donc vous êtes pour le droit de vote des étrangers non extra-communautaires ? Il se trouve que nous voulons favoriser la citoyenneté française. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est une des solutions pour pouvoir mieux intégrer ces quartiers. Vous voulez retirer le droit de vote aux communautaires ? Nous sommes contre le droit de vote de tous les étrangers aux élections locales ou européennes. Y compris les communautaires. Retirer un droit de vote que ces gens ont depuis plusieurs années. Nous pensons que la citoyenneté française, la citoyenneté française, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. On va y revenir. Francis Laloupeau voulait dire un mot. Non, pas du tout. Pardon. C'est Ahmed El-Key. C'est moi qui me trompe. Le débat est si enflammé. Non, mais on l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans nos émissions. C'est vrai qu'on a parlé du vote, de cette prise de conscience politique des habitants de ces quartiers défavorisés et surtout des plus jeunes d'entre eux. Et c'est vrai que de voir leurs parents qui parfois sont encore sont étrangers, de les voir pouvoir voter, eh bien je pense que c'est un signe extrêmement positif pour leur intégration citoyenne. Ils participent à la vie locale de notre pays, que je sache. Ils consomment, ils paient leurs impôts. Ils ont quand même le droit de s'exprimer sur les questions locales, sur les questions quotidiennes. C'est ça aussi le respect quand même de la citoyenneté. Monsieur de la Cotenay est tout à fait cohérent parce qu'au fond, le Front National est un parti qui est
peut dire, anti-européen, tel que l'Europe se fait aujourd'hui. Donc vous voulez retirer aux communautaires le droit de vote, c'est intéressant, c'est une indication intéressante, c'est-à-dire... toujours été pour ça, c'est-à-dire faire reculer l'Europe sur un des droits fondamentaux, un des acquis fondamentaux de cette Europe-là. Oui, sur les quartiers populaires, je voudrais dire une chose. Vous avez dit pour l'Europe des nations. Vous avez dit tout à en l'heure, essayant d'être concis, je sais que pour un Marseillais c'est difficile. Tout à l'heure, on invite, la banlieue est invitée dans le débat politique. Je suis désolé, je ne le conçois pas de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est des politiques qui s'invitent en banlieue pour boire du thé et manger des macroudes. Ça ne suffira pas pour régler le problème des banlieues. Bon. J'ai envie de vous le dire avec force. Je crois qu'aujourd'hui, le petit télégraphiste va porter le message aux politiques. Je dis qu'il faut des réponses politiques. Il faut arrêter de cantonner les habitants des quartiers à la vie associative. Moi, ce que je veux, c'est une classe politique à l'image de la France d'aujourd'hui. Donner des responsabilités, faire des élus de la République aussi, ceux qui sont issus des quartiers populaires. Et pas simplement les cantonner à la vie associative. On n'est pas là simplement pour leur attribuer des subventions pour qu'ils gèrent la paix sociale. Justement, moi je voudrais encore une fois revenir. J'ai pris quelques discours de Jean-Marie Le Pen ces derniers temps. J'en ai trouvé un au mois de novembre à Dijon. Je vous cite. Il faut cesser de culpabiliser nos jeunes par un enseignement partial de l'esclavage ou de la colonisation, lequel fait germer la haine dans des caboches creuses de crétins programmés, selon le mot de Jean-Paul Brigelli. Alors j'ai un peu envie de demander, qu'est-ce qu'il faut redonner comme rôle à l'école pour que ça marche mieux d'après le Front National, Thibault de la Tocquenay ? Bon, déjà, même sur ces questions-là, effectivement, il faut que peut-être être plus objectif et que la France en Algérie n'a pas fait que des choses monstrueuses. Et voilà, il faut quand même le reconnaître et être objectif. Et nous pensons que l'histoire n'est pas toujours enseignée telle qu'elle est enseignée, n'est pas toujours objective. L'esclavage et la colonisation ont des aspects positifs en quelque sorte. Non, mais déjà, l'amalgame entre l'esclavage et la colonisation est tout à fait, je pense, déjà... Oui, alors voilà, d'accord. Donc, oui, d'accord. Donc déjà, un enseignement partial de l'esclavage ou de la colonisation. D'ailleurs, la colonisation a été mise en place par des gens de gauche, la Troisième République, c'était vraiment en étant l'esprit. Donc les choses ne sont pas si simples. Hein. Bon, alors voilà. Alors maintenant, l'esclavage, bien sûr, c'est totalement condamnable, c'est quelque chose de monstrueux. Je pense que la France est peut-être... Bon, parce que j'ai un peu tendance à défendre la France. La France est peut-être pas le pays le plus odieux sur l'esclavage. C'est tout ce que je me permettrais de dire. Voilà. Est-ce qu'on peut défendre la France, notre pays, en regardant l'histoire avec ses ombres et ses lumières, et avec lucidité et responsabilité. Moi, je suis profondément fier d'être français. Je ne suis pas fier de la colonisation. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Je suis profondément républicain. Pour moi, la colonisation, c'est pas la République en mouvement. C'est un déni de République. Ça a été la République à un moment. Et la question, c'est mon avis. Karim Zeribi, j'aimerais bien qu'on déborde pas trop des questions. La question, c'est de savoir, faut-il l'enseigner ou non ? Parce que là, pour l'instant, il faut cesser de culpabiliser nos jeunes par un enseignement partial de l'esclavage et de la colonisation. C'est-à-dire, faut-il l'enseigner à l'école, oui ou non ? Il faut bien sûr en parler, bien sûr qu'il faut en parler, mais simplement, nous pensons que c'est un peu partial d'un côté. Bon, voilà. Vous voulez dire qu'il y a des aspects positifs de l'esclavage, par exemple ? Non, la colonisation. L'esclavage, attendez, jamais, monsieur. Non, je vous en prie. C'est pour ça que j'ai tout de suite dénoncé l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame, monsieur. Il y a une citation de Jean-Marie Le Pen dans un de ses discours à Dijon en novembre 2006. L'amalgame possible entre esclavage et colonisation. Sur l'esclavage, il n'y a aucune discussion possible. La colonisation, ça n'a rien à voir. Il y a bien sûr des choses négatives et positives, mais je pense qu'il y a eu des choses positives dans la colonisation. Voilà, c'est tout. On peut en débattre indéfiniment. Ahmed El-Khaï, on essaie d'être plus rapide. Permettez-moi de ramener votre question. La question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que les jeunes savent lire, écrire et compter ? Il faudrait peut-être... Voilà, ça en fait partie. Alors, Ahmed El-Khaï, en quelques mots. Je voulais juste faire le lien entre votre question et le débat qui nous occupe, c'est-à-dire que réconcilier effectivement ces jeunes, ces habitants des quartiers défavorisés avec la République, avec leur histoire et leur donner les moyens de réfléchir sur leur passé, sur leur histoire de manière claire, objective. Et apaisée. Oui, tout à fait. Fait partie aussi de vivre ensemble. Dans le manifeste des quartiers, dans le manifeste des banlieues, justement, quelle est la proposition pour l'école ? Des quartiers populaires. Des quartiers populaires. Pour l'école, moi je veux dire, nous on a trois maîtres mots: désenclavement, mixité et sur-mesure scolaire. Je pense qu'il faut désenclaver les quartiers. Quand vous avez une barre de quartier populaire et qu'au pied vous y mettez le centre social, le club de foot financé par la collectivité, au moins on ne se mélange pas trop avec le club du centre-ville, la zone d'éducation prioritaire où on cantonne les enfants qui vivent ensemble dans la cité, la zone franche urbaine où on dit vous recrutez au moins un employé sur 4 et notamment des agents de sécurité ou des techniciens de surface dans votre entreprise. En gros, il faut désenclaver géographiquement, quoi. Pour éviter les barbelés et manteaux. À l'ère de la mondialisation, on nous raconte toute la journée que c'est bien d'aller faire ses études en Angleterre ou en Espagne. Comment on peut assigner au pied de la cité des femmes et des hommes qui n'aspirent qu'à vivre avec d'autres ?
Aujourd'hui, je pense qu'il faut favoriser la mobilité. Nous proposons le busing. Ça marche en Amérique du Nord. Expliqué en 2 mots, c'est prendre En 2 l'autobus, mots, la collectivité locale ou territoriale prend en compte un transport public gratuit, vient chercher les gamins au pied de la cité le matin à 7h30, les mène au collège du centre-ville à 8h, on se mixte, on se connaît, on se découvre, on vit ensemble. Voilà, ça, c'est une proposition simple et claire. Simple et clair. C'est le sur-mesure scolaire. Ça, c'est le busing, c'est le désenclavement. Le sur-mesure scolaire, c'est avoir la capacité de répondre aux problèmes de nos gamins. Quand on a des gamins qui, à la maison, ne peuvent pas bénéficier d'accompagnement scolaire, il faut que cet accompagnement scolaire soit assumé au sein de l'éducation nationale, par l'éducation nationale. On ne doit pas bénéficier d'accompagnement scolaire quand on a de l'argent, simplement. Et moi, je le vois, il y a des gamins entre 16 et 18 heures qui sont livrés à eux-mêmes et qui ne peuvent pas être aidés ou soutenus à la maison. Il faut que l'éducation nationale les remette à niveau et leur donne un coup de pouce. Ensuite, pour l'apprentissage, je pense effectivement, et j'ai un fils, et je sais de quoi je parle, donc concerné par ces questions, qui a 16 ans aujourd'hui, qui n'a pas trouvé son chemin par l'éducation nationale classique, je pense qu'on peut aller vers des métiers manuels, les valoriser, Non mais attendez, métiers manuels, pour moi, ça a un sens de valorisation aujourd'hui. Parce que nous avons... Oui, mais attendez, aujourd'hui, on les a dévalorisés, les métiers manuels. Donc il faut les revaloriser. Et on peut épanouir des gamins avec ça. Karim Zeribi, bon, j'ai envie de demander, je voudrais savoir ce que vous pensez de la polémique ou de la discussion ou du débat qu'il y a à propos de la carte scolaire. Pour la suppression de la carte scolaire ou non? Je suis pour, oui, tout à fait. Je pense que la carte scolaire aujourd'hui, c'est un leurre parce qu'elle est contournée. Donc quand on a des bons réseaux, vous savez, on est aussi dans la République des réseaux. Donc il ne faut pas qu'on se raconte Alors l'histoire. Il faut supprimer la carte scolaire. Oui, pour favoriser la mixité. Mais je vous l'ai indiqué. Parce que vous venez d'indiquer. La mobilité. De votre côté, oui, on veut la supprimer progressivement en remplaçant par un procédé encore plus libre qui est le chèque scolaire. C'est quoi ça, le chèque scolaire? Le chèque scolaire, c'est introduire la liberté totale dans le choix du lycée ou du collège, d'abord pour le public et également pour le privé sous contrat. C'est-à-dire que, comme vous le savez, alors ça rétablit un peu... C'est très libéral, ça. Libéral, c'est la liberté. C'est-à-dire que ce sont les parents, au départ, qui sont chargés de l'éducation des enfants et qui délèguent, en quelque sorte, à l'État ou aux écoles pour instruire. Nous pensons que les parents qui mettent leurs enfants dans des écoles privées sous contrat, eh bien, payent un peu 2 fois, parce qu'ils payent à la fois par le biais de leurs impôts. Enfin, moi, quand je prends le taxi, je ne paye pas avec un ticket de métro. Oui, mais je vous explique le principe. Donc, en fait, de toute façon, le privé sous contrat, c'est 15% des élèves. Notre chèque scolaire s'applique surtout au public, majoritairement. Et donc, le principe, oui, c'est simplement qu'on introduit, si vous voulez, dans le maillon de l'État qui va payer en quelque sorte et qui va en quelque sorte assurer le fonctionnement des lycées, on fait passer le financement par les parents. C'est-à-dire qu'on commencera par la maternelle, puis on montera comme ça peu à peu. Les parents, munis de ce chèque, pourront aller choisir l'école de leur choix. Ça va introduire la notion de mérite, ça va introduire la notion de choix au niveau des lycées et des collèges. Il va y avoir des lycées et des collèges vides, totalement vides. Hein. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Je vous le fais pas dire. Alors, bien évidemment, comme ça doit se mettre en place de manière... Ça se fait dans certains pays. Et ça va se faire de manière progressive. Dans quel pays ça se fait ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait dans certains États des États-Unis, ça s'est fait en Angleterre. C'est très libre. D'ailleurs, on veut même l'appliquer aussi dans la formation professionnelle, figurez-vous, le chèque professionnel. C'est ça la liberté. Mais ça doit se mettre en place. Karim Zeribi, si vous permettez, Jean-Marc, s'il vous plaît, par rapport à ces questions des quartiers défavorisés, vous l'avez dit, il y a les politiques qui vont voir différentes associations, celle de Karim Zeribi, mais aussi Assez le Feu. Il y a des propositions, on en signe quelques-uns, c'est une manière un petit peu sectorielle de voir la politique aujourd'hui. On va voir certaines catégories de la population, on signe des pactes, il y a eu l'écologie, maintenant il y a les quartiers défavorisés, ça vous donne une certaine image de la politique d'aujourd'hui, mais soyons plus concrets, est-ce qu'il y a des propositions, je pose la question, je me permets de poser la question à Karim Zeribi, qui vont au-delà de cette vision sectorielle de la politique, et est-ce que vous avez réclamé des choses au niveau national en ce qui concerne la diversité en politique, en ce qui concerne des grandes mesures qui pourraient dépasser ce cadre sectoriel? Quand nous proposons, nous, des solutions pour répondre aux problèmes des quartiers populaires, comme l'a dit très justement Ahmed El-Khaï tout à l'heure, nous pensons proposer des solutions pour répondre aux problèmes de la France. Et quand je parle du busing et de la mixité au sein de l'éducation nationale, quand je parle de l'accompagnement scolaire, je ne parle pas de ça que pour les habitants des quartiers et pour les enfants dans nos quartiers. Je parle de ça pour tous les habitants, par exemple, pour tous les enfants au sein de l'éducation nationale. Vous proposez un ministère de la citoyenneté et des territoires. Pourquoi faire? Citoyenneté des territoires, notre invité, M. de La Togné, a parlé des zones rurales.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas parler que des quartiers populaires, qu'on qualifie de sensibles. Je crois qu'on doit parler aussi des zones rurales en difficulté, éloignées des centres de décision. On doit parler des territoires d'outre-mer, dont on parle peu aussi. Moi, je vais à Saint-Denis. Ils ont déjà un ministère. Non, mais attendez, c'est pas un ministère dont on a besoin, c'est répondre aux problèmes. Non, parce que là, vous proposez un ministère. De la citoyenneté des territoires pour qu'on puisse traiter les territoires de la même manière en mettant des moyens là où nous en avons besoin. Moi, je vais organiser un recrutement à Saint-Denis-de-la Réunion pour la SNCF, parce que dans mes fonctions professionnelles, je travaille sur le recrutement de la SNCF à Saint-Denis-de-la Réunion. 33% de chômage. Saint-Denis-de-la Réunion. La moyenne nationale de notre pays est à 9%. Il y a une inégalité là sur le territoire. Je veux qu'on mette le paquet sur des territoires où on a des difficultés. Oui. Et ces territoires, c'est les territoires des DOM, c'est les territoires ruraux, c'est les territoires des quartiers populaires. Je ne veux pas qu'on lutte contre les inégalités en recréant de nouvelles inégalités. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à concevoir la République comme une république de territoire? Mais non, est-ce que c'est pas aller vers le communautarisme? Je vais vous dire, moi, comme je suis profondément républicain, je n'ai qu'une obsession. C'est que cette République ne soit pas, je dirais, qu'une théorie, mais qu'elle soit pratique. Et quand on me dit la République une et indivisible, j'entends. Une indivisible, ça veut dire que les territoires où que l'on naisse, on ne doit pas subir des inégalités donc en fonction d'autres endroits où on est beaucoup plus aisé. La citoyenneté, je réponds à ce que disait M. Talatonnet. La citoyenneté, ça va nous permettre de reparler du modèle de citoyenneté à la française. Excusez-moi, c'est quoi être français? J'aimerais bien qu'on pose la question à notre invité. Je n'ai certainement pas la même conception que lui. Il y a un ministère de la citoyenneté pour le rappeler, au sein de nos écoles d'abord, et ensuite, oui, et au sein des territoires, la citoyenneté des territoires. Parce que être français, ce n'est pas se définir par ses origines, c'est partager des valeurs communes. Et quand moi je dis que je ne veux pas qu'on renvoie les gens à leurs origines ethniques, Philippe, qui habite un quartier populaire, il m'intéresse autant que Mohamed. Bon. Puis, est-ce que j'ai le droit de le dire avec force? Oui. Alors, on vous a posé une question, c'est quoi être français? Oui. Karim Zeribi vous pose la question. Être français, c'est avoir la citoyenneté française. Voilà. Mais non, parce que vous faites des Français à plusieurs niveaux. Vous dites les Français d'origine immigrée. Justement, non, nous faisons simplement, je vous en prie, nous faisons simplement la distinction entre Français et étrangers. Nous pensons simplement qu'il faut diminuer l'arrivée, justement, des nouveaux étrangers. Mais ne me parlez pas des nouveaux, monsieur Talatonnet, je vous parle des Français. Vous me parliez tout à l'heure des Français d'origine récemment naturalisés. Oui, parce qu'on a parlé des immigrés. Je veux bien ne plus parler des immigrés si vous le souhaitez. C'est simplement le mot immigré, les gens l'emploient le mot. Plus de programme, monsieur. Mais pas du tout. Le mot immigré existe à l'INSEE, donc bon voilà, donc oublions le terme. Alors attendez, s'il vous plaît, si vous parlez tous en même temps, on va pas s'entendre. Moi j'ai une question simple à poser à monsieur de la Tocquenay. Il faut faire basculer, voilà ce que je veux vous dire. Il faut que ceux qui sont français, qui ont la citoyenneté française, qui sont peut-être les 3/5 de ce qu'on appelle les immigrés ou même les 4/5, il faut les faire basculer à fond dans l'esprit français. Les 3/5 des Français sont des immigrés, mais écoutez, vous vous rendez compte on va pas vous laisser vous exprimer, mais soyez un peu plus clair. On ne voudrait pas vous couper, mais on voudrait comprendre une chose. On voudrait comprendre une chose. Vous nous dites le problème c'est l'immigration. Bon, qu'on soit d'accord ou non, ici, je pense que plusieurs personnes ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais vous nous dites par ailleurs, si avec les Français il n'y aurait pas de problème. J'ai pas fini. Expliquez-nous parce que pour l'instant on ne comprend pas. Oui, mais vous ne me laissez pas terminer. Si, on va laisser. Voilà, donc. Les personnes d'origine immigrée qui sont français, il faut faire à fond pour les faire basculer dans leur esprit, dans le fait d'être citoyens français. Voilà pourquoi nous pensons que des choses comme la binationalité, il faut que ce soit banni. Pour que là, vous parlez bien, excusez-moi que tout le monde comprenne, vous parlez bien de citoyens français. Oui, mais d'origine immigrée. Mais d'origine étrangère, pour dire les choses clairement. Mais oui, mais le problème, mais M. Zeribi le dit lui-même, il a créé le Parlement des banlieues, c'est bien pour dire qu'il y a des problèmes dans ces quartiers au niveau de l'intégration. Le Parlement des banlieues par le Parlement des immigrés. Oui. J'ai créé le Parlement de Philippe, Karim, Fatima et Patricia, qui habitent les quartiers populaires et qui sont aujourd'hui pas entendus par la classe politique. Je ne vous parle pas de la confusion. Elle est permanente. Ahmed El-Khaï, il nous reste 10 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 10 minutes d'émission. Monsieur Le Tocquenay, on lui a donné la parole plusieurs fois pour qu'il puisse s'exprimer et nous expliquer son idée. Son idée est de dire qu'il y a des citoyens français d'origine immigrée qui ne sont pas intégrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience, et c'est là le danger de son discours, qui n'ont pas conscience de ce que c'est qu'être citoyen. Donc il est à peu près 40 ans en arrière. Donc c'est un homme d'un autre âge. Regardez le rapport Aubin de l'éducation nationale. Malheureusement, il y a des jeunes. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Il y a des jeunes beurs.
société. des jeunes beurs qui disaient il y a 10 ans, je suis d'origine, oui, je me sens plus algérien que français. Que la France ne parle que français, monsieur, réveillez-vous. Mais c'est un rapport, et j'en suis désolé comme vous-même. Et il y en a même maintenant, il y a un cran qui est... Et j'aimerais qu'on parle de ça, parce que je pense qu'on serait peut-être d'accord, justement. Oui. Il y en a maintenant des jeunes qui disent, je peux pas vraiment me sentir français. Hein. Il y en a certains qui disent, vous en prie, je ne me sens pas français parce que je suis musulman. Ce sont des choses qu'on entend. Mais parce qu'il a été exclu du champ républicain. Mais peut-être, mais faisons quelque chose. Voilà. Alors attendez. Du cran. Est-ce que vous me parlez du CRIF? Mais bon, l'ensemble du gouvernement va manger au dîner annuel du CRIF. Bon, oui. Qui parle de communautarisme? Qui parle de ne pas être français, là? Personne. Mais écoutez, excusez-moi, Vous n'avez pas vu le diable, là, tout de même. Il vous a pas frappé, Karim Je pose une question. Moi, vous savez, je suis soucieux d'égalité, moi. Je demanderai une de plus, pas plus pour les uns et moins pour les autres. Je veux pas la même chose pour tout le monde. Vous voulez qu'on puisse parler des institutions juives, des institutions musulmanes? Bon, j'en parle carrément. Il va en parler carrément. Allez-y, voilà, on vous écoute carrément. Ben non, ben oui. Ben justement, sur ce problème de l'islam, nous avons été d'ailleurs au Front National et Jean-Marie Le Pen. Mais qu'est-ce qu'a l'islam avec le cran, monsieur? Mais là, je vous parle de l'islam. S'il vous plaît. Bon. Donc, nous avons été les premiers à dire que ce n'étaient pas les imams qui avaient déclenché les émeutes. Et on n'est pas tombé justement dans cet amalgame. En revanche, nous considérons qu'un des dangers, c'est qu'effectivement, l'islamisme, qui est minoritaire, eh bien, doit être combattu par la République dans ces quartiers. Parce que ce serait extrêmement dommage que l'islamisme, en fait, prenne le pas sur les lois républicaines. Voilà, donc, deux questions concrètes sur l'islam. Est-ce que vous êtes pour la construction de mosquées? Rapide. Vous êtes favorable à la construction de mosquées? Pas financée par l'État. Non, construction de mosquées. Pas financée par l'État. Je ne parle pas de financée par l'État. Je l'ai dit au Liban. Je l'ai dit au Liban, devant toutes les chaînes de télévision, y compris celle du Hezbollah. Pourquoi pas des mosquées qui se construisent avec des fonds privés, bien sûr, pour respecter le principe de laïcité. En revanche, les mosquées salafistes et les mosquées du Tablir, qui sont seulement 40 mais et 100... c'est une mosquée, il n'y a pas de mosquée de Tablir ou de et ça pourrait s'appliquer à d'autres... Vous connaissez les églises qui sont des ça pourrait s'appliquer, qui sont des mouvements purement terroristes. Nous sommes pour la fermeture... Vous êtes pour la construction de mosquées financées par la collecte de fidèles sur le territoire national? Absolument, si c'est le cas, absolument. Vous êtes pour les écoles coraniques sous contrat? Sous contrat, ça pose un problème. Il y a des écoles juives, des écoles catho, il y a des écoles... Est-ce que vous êtes pour les écoles coraniques sous contrat? Les écoles musulmanes. Si elles respectent... là, il y a aussi un problème, mais qui peut se résoudre. On ne va pas répondre en 2 minutes sur des questions difficiles comme ça. Mais attendez. Karim Zeribi, qui joue mon rôle, qui pose des questions. C'est très bien, Karim, je vous invite la semaine prochaine. On vous écoute, monsieur de la Tocnay. Sur l'islam, on sait qu'il y a une difficulté, mais moi, je fais partie des gens qui expliquent que l'islam n'est pas monolithique. Il peut y avoir certaines valeurs enseignées par l'islam, certaines valeurs enseignées par certains islams qui peuvent être incompatibles avec la République. Claude Allègre le dit. Mais de musulmans en France. Vous pensez sérieusement que si on avait un problème avec l'islam, ça irait pas plus mal? Ça saurait quand même, enfin, sérieux. Monsieur de la Tocnay, je voudrais juste vous poser une question. Vous dites qu'il y a différentes sortes d'islam et certains sont dangereux. En fait, si j'arrive bien à comprendre, c'est ça. Bon, il y a le catholicisme intégriste. Saint-Nicolas du Chardonneret, c'est dangereux ou non d'après vous? Il n'y a pas de terroristes qui viennent. Moussaoui, il vient du Tablir. Mais par contre, il a fait le 11 septembre. Ceux qui vont devant les cliniques pour empêcher les avortements de certaines femmes, vous trouvez ça normal? Il n'y a pas de terroristes qui viennent... Est-ce que vous pouvez répondre à une question? Vous faites comme tous les hommes politiques, vous ne répondez pas à les questions qu'on vous pose. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan d'aller occuper un avortoir et d'être un terroriste comme Moussaoui qui vient du Tablir, dont je dis que les 100 mosquées qui sont contrôlées par le Tablir devaient être fermées. Et ceci dit, les autres doivent pouvoir vivre en paix. Francis Laloupeau n'a pas eu la parole depuis un certain temps. C'est tellement de bonne foi, mais vous savez très bien que ce discours, le discours du Front National, manipule en permanence la confusion, l'amalgame, pour introduire dans les pensées des sentiments de haine, des sentiments de division dans la société. Quand vous faites un grand écart, ou une confusion, de manière très habile d'ailleurs, entre la question des mosquées et le terrorisme, vous introduisez des éléments subliminaux dans votre discours. Et cela est absolument dangereux. Quand vous faites l'amalgame, vous parlez du cran, par exemple. Vous parlez du cran, pourquoi vous parlez du cran dans un débat où on parle des questions d'exclusion dans les banlieues. C'est vous. Mais le cran, je ne connaissais même pas l'expression. Je veux dire, on a parlé du CRIF. Le cran,
c'est pas moi qui ai cité Le Cran. Ah, vous n'avez pas cité Le Cran, d'accord, très bien. On On va a pas tous entendu dire Le Cran, mais- sauf vous. D'accord. Francis, Ahmed El-Kei, un mot. Il nous reste Non, mais 4 minutes d'émission. Je voulais surtout insister Pardon, sur la Francis. confusion d'amalgame parce que cela fait 20 ans, 25 ans que cette confusion est entretenue dans le discours politique. Malheureusement, vous avez contaminé même quelques autres secteurs de la vie politique, au-delà même du Front National, avec cette confusion, cet amalgame. Et nous tombons dans le panneau parce qu'au fond, nous vous parlons des questions spécifiquement françaises. Nous parlons du malaise, un mal-être français, spécifiquement français. Et le glissement vers l'immigration, est permanent. Parce que l'immigration est devenue une incantation, est devenue un fonds de commerce permanent. Et vous savez très bien que le problème aujourd'hui en France, tous les problèmes français, économiques, sociaux, politiques, n'ont rien à voir avec la question de l'immigration. Vous le savez parfaitement. Alors pourquoi on agite toujours ce mot? Et vous arrivez même à confondre des Français avec des immigrés. Vous parlez tout à l'heure des immigrés qui sont aux 3/4 français. Mais j'ai pas dit ça, monsieur, c'est un concept très particulier. Que je peux avoir. Je n'ai jamais fait cela. Vous nous avez parlé des Français d'origine immigrée, pour être plus précis. Des Français d'origine immigrée. Justement, ce qui est une curieuse façon d'envisager les Français. Mais bon, Ahmed El-Kei. C'est pas Francis Laloupo a tout à fait raison. Et je pense qu'en matière d'amalgame, en ce qui concerne M. Tocquenay en tout cas, l'amalgame est beaucoup plus dans sa tête qu'un amalgame, j'allais dire, fait exprès pour expliquer certaines notions. Je crois qu'il faut voir certaines confusions. Oui, alors là, il nage en pleine confusion, M. Tocquenay, sur plein de domaines. Donc j'espère qu'il ne sera pas. Enfin, le Front National n'a jamais été en responsabilité. J'espère qu'il ne le sera pas si on en est là. Mais revenons à la question centrale de la citoyenneté. Et voici encore un exemple d'amalgame et de confusion avec citoyens d'origine immigrée et le fait de ne pas se concentrer sur les vrais problèmes. Aujourd'hui, il y a des beurs qui disent qu'ils sont musulmans, mais les jeunes qui habitent ces quartiers, qui seraient de confession musulmane, eh bien, n'ont connu que la France, ne parlent que français, et certains d'entre eux n'ont jamais mis les pieds hors de France. Voilà la confusion totale dans laquelle se fourvoie M. de Tocquenay et une partie du Front National. C'est-à-dire que ce sont exclusivement les citoyens français qui, au moment des révoltes des banlieues, ont montré leur carte d'identité pour dire mais au secours, il n'y a que la France que nous connaissons, il n'y a que la France que nous aimons, et c'est là que nous voulons vivre, mais nous voulons vivre à égalité avec les autres. Il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas récupérés par les imams, et là on est d'accord. Mais parlez Il faut pas faire en des sorte, imams. plutôt que de faire des safaris... Karim Zeribi, on essaie d'aller très vite, 2 minutes d'émission. Il faut faire en sorte que plutôt que de faire des safaris dans les quartiers populaires, comme un peu au temps où on allait dans les zoos, on ait une Assemblée nationale à l'image de la France d'aujourd'hui. Croyez-moi, ça apaisera énormément les esprits des uns et des autres, et ça fera cohésion nationale, parce qu'on se retrouvera dans la République, cette République qui doit accorder le même intérêt à l'ensemble de ses enfants. Voilà ce que nous demandons, pas plus. Donc, est-ce que c'est compliqué à comprendre ça? Le même intérêt à l'ensemble de ses enfants. Oui. Voilà, c'est tout. Monsieur de la Tocquenay, comprenez que Mamadou, que Fatima, que Philippe et que Jean-Pierre sont les enfants de la République française. S'ils ont la citoyenneté française, Ils l'ont, tout à fait de d'accord. fait. Eh bien, on est d'accord. Troisième génération. Mais arrêtons et étanchons l'arrivée de nouveaux étrangers pour pouvoir gérer nos problèmes. Ce n'est pas le sujet. Eh ben, L'immigration est un autre sujet sur lequel on pourra débattre. Okay. Là, nous parlons des problèmes franco-français. Bon, alors, on n'aura visiblement pas fait le tour et pas réussi à vous mettre d'accord, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs le but. On vous remercie de nous avoir suivis. Il nous reste très très peu de temps. On va très vite aller à notre petite rubrique ce que j'ai aimé et détesté. Alors, Karim Zeribi, qu'est-ce que vous avez aimé ou détesté cette semaine plus particulièrement? Je vais commencer par ce que j'ai détesté, c'est Airbus. Je dois le dire, la suppression des emplois, le fait que ce fleuron de l'industrie européenne aujourd'hui soit je dirais, en situation difficile. Ces questions-là doivent être traitées à l'échelle de l'Union européenne. Et si on veut une Europe forte, on doit être capable d'avoir une Europe de la recherche, une Europe de l'industrie aéronautique pour faire face effectivement à Boeing notamment. Il faut faire en sorte que la Pologne n'achète pas Boeing mais achète Airbus. Donc ça m'a fait mal de voir effectivement que des milliers d'emplois pouvaient être supprimés. Alors, monsieur de la Tocquenay, est-ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté cette semaine? Pour une petite note d'optimisme, ce que j'ai aimé, et ça n'a rien à voir avec le débat, mais bon, il se trouve que j'ai été voir une pièce de théâtre, l'importance d'être constant de Oscar Wilde avec Diefenthal, Laurent Deutsch et Macha Merrill. Et c'était... C'est une très jolie pièce, très bien jouée, et c'était un peu d'oxygène, voilà. Bon, tant mieux pour l'oxygène. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. J'ai aimé la victoire de Montsolémine contre Lens en Coupe de France. Dites que c'est en football, parce que tout le monde n'est pas un fou de football comme vous. Donc j'ai aimé cette victoire. J'aime quand les petits gagnent et bousculent le système. Bon, Francis Laloupo d'Africa numéro 1. Ce que j'ai détesté, c'est une nouvelle que vous connaissez.
intéressé, cette semaine, mercredi dernier, on a assisté à des arrestations massives, justement, de personnes présumées immigrées dans le quartier, dans le 11e arrondissement de Paris, à la rue Oberkampf. Oui. Et on constate surtout que ces descentes massives, comme ça, musclées de policiers pour c'est pas la première, arrêter toute personne ayant l'air exotique, présumée immigrée. Donc ça s'appelle effectivement des contrôles au faciès. Certaines associations parlent même de rafles. Cela est inquiétant. Et ce sont des signes étranges qui sont montrés comme ça à la population, à l'électorat, à quelques semaines de l'élection. Ahmed El-Kid, très vite, excusez-moi de vous le dire à vous. Optimiste et même, j'allais dire, un petit peu nombriliste par rapport à Beurre FM, puisqu'on fête nos 20 ans. Demain, il y a un grand concert au Zénith. Et je suis ravi que cette radio ait évolué en même temps qu'a évolué la société française. Samedi. Oui, samedi. Nos enregistrements vendredi, c'est samedi. Et cette radio a évolué en même temps que la société française. Et c'est aujourd'hui une radio de la diversité, au même titre que François et la chaîne de la diversité. Bon anniversaire. Tout le monde en plus. Et qui reçoit tout le monde. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se dépêche parce qu'on est très en retard. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu.